Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va s'intéresser aujourd'hui aux ressources énergétiques, mais plus exactement au pétrole, à son utilisation. Et pour commencer, le pétrole étant une ressource fossile, non renouvelable, on ne peut pas l'utiliser en tant que tel. Il faut raffiner le pétrole pour pouvoir l'utiliser dans des centrales ou tout simplement dans le réservoir pour le mettre dans une réservoir d'une voiture et ainsi faire de l'essence. Mais comment ça marche? Le pétrole brut est le terme utilisé pour décrire un pétrole non traité. Il s'agit du pétrole extrait directement du sol, que ce soit sur terre ou dans la mer. Cette ressource est très précieuse. Elle nous fournit de nombreux hydrocarbures, dont certains servent de combustible et d'autres sont utilisés pour la fabrication de produits chimiques et même de plastique. Cependant, sous sa forme brute, le pétrole est une substance visqueuse de couleur noire, semblable à du goudron. Et pour être utile, les différentes fractions des hydrocarbures doivent être divisées par distillation fractionnée. Avant d'expliquer la façon dont la distillation fractionnée fonctionne, il faut comprendre que le pétrole brut est un mélange d'hydrocarbures dont les chaînes sont de longueurs différentes. Certaines sont de très petites molécules et d'autres de très longues. Les forces intermoléculaires agissent entre les molécules et plus les molécules sont grandes, plus la force intermoléculaire est élevée. Comme vous pouvez le voir, les molécules plus petites possèdent des forces intermoléculaires plus faibles et il faudra donc moins d'énergie pour les séparer et les transformer en gaz. Leur point d'ébullition est plus bas. Les molécules plus longues possèdent des forces intermoléculaires plus élevées. Il faut plus d'énergie, une température plus élevée pour que celles-ci s'évaporent, car leur point d'ébullition est plus haut. Maintenant que nous connaissons la relation entre la longueur de la chaîne et le point d'ébullition d'une molécule, observons le fonctionnement de cette méthode. Comme vous pouvez le voir, le pétrole brut est chauffé à haute température à l'extérieur de la colonne à fractionnement. Le pétrole brut chaud, essentiellement sous forme gazeuse, est aspiré dans la colonne. La colonne possède un gradient de chaleur. Elle est plus chaude à sa base et en remontant, la température diminue. Dès la base de la colonne, là où la température est encore élevée, certaines longues chaînes de molécules dont le point d'ébullition est élevé se recondensent en liquide. Elles sont récupérées à la base de la colonne. Les autres molécules remontent dans la colonne et passent dans les cloches sur chaque plateau. Les cloches ralentissent la remontée des vapeurs et finalement, la vapeur se refroidit, se condense et est récupérée sous forme liquide sur les plateaux. Les petites molécules possèdent des points d'ébullition plus faibles et donc se condensent plus haut dans la colonne, là où la température reste plus fraîche. Comme vous pouvez le voir, les hydrocarbures ayant un point d'ébullition similaire sont récupérés sur le même plateau, et c'est la raison pour laquelle on les appelle des fractions. Ce sont des mélanges d'hydrocarbures avec des points d'ébullition semblables. Chaque fraction a son utilité. Certaines fractions, par exemple, constituent l'essence utilisée comme carburant automobile. Le naphta, utilisé dans la fabrication de produits chimiques, le kérosène en tant que carburant pour avions, le gazole, utilisé comme carburant pour les voitures, camionnettes et camions, ainsi que le bitume, un mélange de chaînes d'hydrocarbures larges utilisé pour la construction de routes. Désormais, à la fin de cette vidéo, vous devez savoir que le pétrole brut est un mélange d'hydrocarbures important et que la distillation fractionnée est la méthode utilisée pour diviser le pétrole brut en fractions utiles, ayant des points d'ébullition proches. Vous devez savoir que les petites chaînes de molécules sont récupérées au sommet de la colonne car leurs points d'ébullition sont plus faibles, et que les longues chaînes de molécules sont collectées plus bas dans la colonne car leurs points d'ébullition sont plus élevés. Merci pour toutes ces précisions, mais cela ne nous dit toujours pas quel est le problème avec l'utilisation du pétrole. On va regarder d'abord comment fonctionnent ce qu'on appelle les centrales thermiques. Car effectivement, le pétrole est raffiné pour être utilisé en tant que carburant dans les véhicules, mais il est aussi utilisé dans les centrales thermiques pour produire notamment de l'électricité. Voyons comment ça fonctionne.
Le pétrole est d'abord acheminé vers un brûleur. Ce brûleur ensuite permet à une chaudière ici de chauffer de l'eau. Cette eau se vaporise, se transforme en gaz, monte en pression. Cette vapeur sous pression est entraînée en direction d'une turbine, turbine qui elle-même entraîne un alternateur qui produit, comme on l'a vu, de l'électricité qui est acheminée sur le réseau électrique. Cette vapeur est ensuite entraînée vers ce qu'on appelle un condenseur qui souvent est refroidi grâce à l'eau d'une rivière ou d'un cours d'eau avec un circuit secondaire ici. Cette vapeur ainsi liquéfiée, condensée, retourne en direction de la chaudière et repart pour un cycle. L'inconvénient avec ce type de centrale qui utilise des énergies fossiles, du charbon, du gaz ou du pétrole, c'est que les fumées ici sont envoyées dans une cheminée et ces fumées sont renvoyées vers l'atmosphère, ce qui entraîne un certain nombre de pollutions. Puisqu'en fait, la combustion des hydrocarbures va entraîner la production de dioxyde de carbone. Prenons comme exemple un hydrocarbure, le méthane, qui est du gaz naturel, CH4. Lorsqu'il se combine au dioxygène de l'air, de cette manière-là, CH4 plus 2 molécules de dioxygène conduit à la production notamment de 2 molécules d'eau, mais aussi de dioxyde de carbone. Et c'est le cas pour la plupart des hydrocarbures qui, en brûlant lors de la combustion, vont entraîner la production de CO2, qui est un gaz à effet de serre. Alors, ce n'est pas le seul gaz à effet de serre, mais les deux gaz principaux qui entraînent le réchauffement climatique sont le dioxyde de carbone et le méthane CH4. Il y a aussi des oxydes d'azote et une série d'autres gaz. Retenez que les principaux gaz à effet de serre sont le CO2 et le CH4, le méthane et le dioxyde de carbone. Bon, certes, les énergies fossiles, en brûlant, entraînent la production de gaz à effet de serre. Mais, comme le CO2 par exemple. Mais, c'est quoi l'effet de serre ? 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant à chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître.
Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact. Bon, bah voilà, vous en savez un petit peu plus sur les sources d'énergie fossiles qui sont non renouvelables. Rien de très réjouissant. Néanmoins, il faut savoir que ces sources d'énergie ont l'avantage d'être très exploitées. Enfin, cela dit, est-ce vraiment un avantage aux yeux des inconvénients, notamment au niveau des pollutions engendrées, au niveau des gaz à effet de serre, mais aussi de ce qu'on appelle les pluies acides et d'autres émissions de gaz qui ont des effets sur la santé qui sont à prendre en compte, notamment peut-être l'effet cancérigène de certains gaz qu'on va retrouver lors de la combustion dans les gaz d'échappement. L'autre avantage, si c'en est un, c'est que c'est une source d'énergie. Les énergies fossiles sont encore peu coûteuses, mais comme vous l'avez entendu, leur prix risque d'augmenter considérablement, ce qui, ma foi, est plutôt peut-être un avantage si on considère que ces sources d'énergie sont très polluantes. Effectivement, elles tendent à s'épuiser, mais les quantités et les réserves qu'il y a encore vont encore engendrer pendant plusieurs décennies des impacts au niveau environnemental. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne, et moi je vous dis à plus en classe!